Ça fait donc plusieurs années que, enfin de plus en plus en tout cas, qu'on a des jeux comme ça qui sortent, et avec ces termes-là qui pop un peu de nulle part, des remakes, des remasters. Et après on y reviendra plus tard, mais on a des versions HD, des versions remix, des versions HD remix, voilà. Et un cette version aussi. Voilà, il y a ça, enfin voilà, après il y a des uncensored, mais là on est dans un autre genre et je bifurque, mais T'as dit, pardon? je me fourvoie. mais ouais, non, voilà, voilà, ça fait un petit moment déjà qu'on a ces termes-là, et dans l'absolu, je suis pas un grand fan du concept en fait de faire du neuf avec de l'ancien, à la base, même si ma position a évolué sur ça, et j'y reviendrai plus tard, mais ouais, ça fait un moment que je me pose moi des questions sur qu'est-ce qu'ils entendent par remake, par remaster, enfin de constater parfois qu'il n'y a pas vraiment de différence quand on est sur un remaster, ou qu'il y a des remakes qui sont un peu trop aller loin, enfin par exemple trop gratuit quoi, à la limite quoi. Oui. Du coup voilà, je vous ai soumis ce sujet qui vous a aussi beaucoup parlé, et aujourd'hui, bah voilà, on va rentrer vraiment dans le détail de tout ça pour y voir un peu plus clair, et on va peut-être commencer du coup par ce qui existe depuis on va dire oui, depuis les années 90, c'est arrêtez-moi si je me trompe, pas si vous en voyez avant, mais pour moi le portage. Moi j'irais bien avant en fait. J'irais avant parce que ouais, parce que tu peux considérer les portages de l'arcade vers les premières consoles. Oui, c'est vrai. On peut voir ça comme ça aussi. C'est du portage aussi. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est totalement ça. Alors du coup, ben on va le définir, le portage. Qu'est-ce que c'est? Le portage, c'est un jeu qui est jouable sur une plateforme différente de celle sur laquelle il est sorti initialement. Le principe, c'est que le jeu, il est ni modifié ni amélioré. C'est exactement le même jeu. Grosso merdo, c'est de l'émulation. Après, dans le principe du portage, à la base, c'est ça. On n'a pas touché au code, c'est exactement la même chose voilà, c'est comme de l'émulation. Après, il y a eu, avant que tu complètes éventuellement, il y a eu depuis, on va dire, le début des années 2000 avec l'avènement des écrans plats. On a commencé à faire des portages HD, on va dire, où les développeurs ou les studios ont commencé à adapter les résolutions des jeux à ces écrans-là, pour qu'ils soient par exemple en 16/9 et non plus en 4 tiers. Mais voilà, dans le principe du portage, ça va pas plus loin que ça. Après, si vous voulez compléter ou me contredire, allez-y, Je sais pas ce que vous voulez dire Ultra Chili à ce propos, mais moi pour le coup, il y a vraiment un petit détail qu'il faut rajouter. Une question aussi de s'adapter à l'architecture du support. C'est ça. Quel le portage va arriver. C'est-à-dire que du coup, effectivement, c'est pas la même chose que de coder pour une PlayStation que une GameCube. Donc aujourd'hui, c'est encore différent, mais en tout cas, voilà, il y avait véritablement ces problématiques-là, ou même tout simplement coder pour Mac un jeu alors que le jeu est PC à la base, quoi. Et surtout historiquement, si aujourd'hui tu peux réutiliser des assets que tu as utilisés dans un jeu, je sais pas moi, on va dire GameCube, et les sortir sur Nintendo, sur PS2 ou enfin voilà, les consoles de l'époque. Il y a eu une époque bien avant ça où quand on voulait faire un portage d'un jeu sur une autre plateforme, il fallait entièrement le réécrire, et visuellement il ressemblait pas forcément à la même chose, parce que ne serait-ce que par les capacités des machines, t'en as qui étaient en noir et blanc, t'en as qui avaient moins de couleurs, d'autres qui avaient plus de couleurs, d'autres qui avaient moins de frames d'animation possibles à afficher à la seconde, et quelquefois c'était deux jeux complètement différents, alors qu'ils essayaient de toucher au mieux, enfin de faire en sorte que les jeux soient le plus proche possible, quoi. Alors là, du coup, transition, on est un plus sur le remaster en fait, là, du coup. D'après ce que je pas forcément, parce que tu prends, pour donner un petit exemple de portage assez connu, qu'on a tous connu en tant que gamin, tu prends Street Fighter 2 sur Mega Drive et Street Fighter 2 sur Super NES. Cool, c'est le même gameplay, c'est le même. Mais par contre, visuellement et dans la prise en main, dans l'animation, c'est pas le même jeu. Hein. Voilà.
et il y en a pas un qui est le portage ou le remaster de l'autre. Enfin, c'est tous les deux des portages de l'arcade. Oui, ils sont présentés comme le même jeu. Du coup. oui, non, mais en fait, c'est un peu, on va, ça, je pense, ça va être en fait le thème central de ça, et c'est aussi pour ça qu'on se pose la question en fait, et que ce sujet a été soulevé, c'est qu'en fait, c'est très flou tout ça. C'est aussi les termes peut-être qui sont maladroits, je sais pas, mais la manière dont vous m'avez parlé les exemples que vous avez donnés, moi ça me fait penser à du remaster. Alors du coup, pour un peu définir le remaster, qu'est-ce que c'est, à la base c'est un terme qui vient pas du jeu vidéo, c'est emprunté au cinéma, qui lui-même l'avait emprunté à l'audio en fait. Donc le master ou le mastering, ça consiste en fait, c'est la dernière étape dans la création d'un fichier audio. Ça vient bien après la composition, c'est l'enregistrement et le mixage. Voilà, c'est après tout ça. C'est vraiment le dernier format, la dernière étape avant de diffuser un média audio. Donc le principe de ça, c'est que le master, on va l'adapter aux technologies ou aux nouveaux supports qui existent à côté. Donc par exemple, quand on a pris un film qui était en cassette, on va l'adapter pour qu'il soit sur CD pour être lu dans un lecteur DVD par exemple. Du fait qu'il y ait cette évolution technologique, en fait, ça va permettre de faire de nouvelles choses au niveau du mixage. Par exemple, dans le son, on va passer une piste de mono à du stéréo. Voilà. En fait, dans le jeu vidéo, c'est un peu compliqué d'avoir ces mêmes définitions-là. En fait, je pense qu'au-delà de l'aspect technique, il y a une histoire d'intention qu'il faut prendre en compte, parce que je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, The Pool. Exactement la même phrase. Pour moi, c'est bien, on est d'accord. Parce que, en réalité, un portage en termes de jeux vidéo, c'est quasiment toujours un remaster. C'est-à-dire qu'il y a toujours, ça sera toujours un fichier qui va être complètement différent d'une console à l'autre. Simplement, c'est pas un remaster dans le sens où on va pas améliorer la qualité en le portant de PS4 à Xbox, par exemple. À la différence de, par exemple, un film, effectivement, à l'époque où un film il sort en VHS, on a une certaine résolution, on a un certain format, un certain ratio d'écran. Et du coup, les images sources, c'est-à-dire la pellicule, on va les digitaliser et les enregistrer dans un format et dans une résolution qui est suffisante pour la VHS. Le jour où on veut le sortir, le jour où le DVD apparaît, ce format il est plus suffisant parce qu'on a une résolution qui est meilleure, et si jamais tu utilisais la résolution de la VHS pour en faire un DVD, tu aurais un DVD de piètre qualité. Donc on est obligé de reprendre on est obligé, non, ça n'a pas toujours été le cas. Quelquefois ça a été fait comme ça à l'arrache et c'était nul à chier. C'est ça. Mais dans les éditions justement remaster, on a repris les bobines d'origine, on les a rescannées ou redigitalisées d'une façon ou d'une autre, je sais pas exactement comment ça. C'est numérisé, ouais. Voilà, renumérisé pour avoir la meilleure qualité possible qu'on pouvait mettre sur un DVD, et ainsi de suite avec le Blu-ray, etc. Du coup, voilà. La pellicule a une définition assez incroyable comparée au numérique même de l'époque, entre guillemets, à l'époque des premiers DVD, c'était monstrueux. Ils auraient pu d'ailleurs exploiter le potentiel de la pellicule encore pendant des années, en fait. C'est juste que l'argument économique du numérique a fait que ça. Bien sûr. Un petit coucou à mon collègue Yannick, docteur en cinéma, qui est spécialisé de ces questions-là. Effectivement, produire remaster, c'est avant tout une opération technique. C'est véritablement pour moi le jeu vidéo qui a ajouté une dimension par ce terme marketing, parce que c'est un terme marketing avant tout, une dimension qui est au-delà de l'intention. Mais j'en ai vu d'autres aspects. Je trouve qu'il y a aussi une question généralement de moyens. On met beaucoup plus de moyens dans un remaster que dans un simple portage. Une question de temporalité. Le remaster implique généralement un grand écart de temps entre la version originale du jeu et son remaster, tandis que le portage, en général, l'écart est plus court. C'est vrai. Oui, même quasiment instantané parfois. Ou instantané, effectivement. Oui, voilà. Ça sert d'argument de marketing. En général, on va te proposer une édition complète, mais couille en slip, avec les DLC qui sont jamais sortis. Mais ça peut avoir aussi une question de localisation. Par exemple, le remaster de Shin Megami Tensei 3, qui vient à peine de sortir pour la première fois en Europe. Je sais même pas si c'est la première fois aux États-Unis aussi.
18 ans après sa sortie au Japon. C'est-à-dire, nous, on n'a jamais eu accès. Le fait d'avoir un remaster nous permet d'y avoir accès. Ouais. Il y a plein de choses qui font que cette question d'intention véritablement qui est différente. Mais techniquement, là, pour le coup, je peux être d'accord avec toi, Jérém, c'est la même chose. Oui. Ouais. Après, voilà, il y a quand même cette intention d'améliorer la qualité par rapport à l'œuvre d'origine, à celle qu'on a connue avant. Je pense, pour faire la différence entre le portage et le remaster. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis sur l'intentionnalité, parce que je l'ai pas vu comme ça. Donc voilà, concrètement, comment ça se concrétise en fait dans le jeu vidéo. Quand on a un remaster en face de nous, bien souvent on a donc la résolution qui est accrue comme un portage HD, avec pareil un nombre de frames par seconde qui est plus élevé, donc les fameux FPS, une fluidité dans les animations. Il peut y avoir aussi un nouveau mixage audio par exemple, ou des doublages supplémentaires qui est pas dans la version originale. Voilà, ça va être des choses comme ça. Donc on est très proche du portage HD en fait, mais on va beaucoup plus loin. Comme tu dis, il y a l'intention en fait d'apporter quelque chose en plus et pas simplement d'adapter à la technologie. Enfin, ouais, effectivement. Je pense que dans les masters, c'est bien défini. On pourrait dire ça. Que l'intentionnalité. Il y a la volonté et effectivement, chose qu'il n'y avait pas, et du coup, c'est pour rejoindre ce que tu disais en tout début, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui est quand même amplifié depuis une bonne dizaine d'années. Il y a la question de génération. C'est-à-dire que du coup, le cinéma, j'en parlerai un peu plus sur la question du remake, mais en tout cas, a commencé à recycler ses œuvres de manière périodique pour les générations de spectateurs. Le jeu vidéo fait pareil. C'est-à-dire qu'il a commencé par l'intermédiaire du remaster plus que par l'intermédiaire du remake. C'est la même fonction que le remake au cinéma, en fait. C'est-à-dire que, du coup, le recycler un jeu, faire vivre à une nouvelle génération de joueurs. Principalement. Voilà, et en même temps, le phénomène de rétro gaming, c'est-à-dire de pouvoir axer sur les consoles actuelles à des jeux qu'on a joués justement nous étant enfants, etc. Et que moi je vais aller peut-être acheter le jour où il sera en promo le remaster de FF6 que j'y ai joué sur 4 ou 5 supports différents. Mais alors par contre, le remaster, ça s'implique de s'arrêter là et de pas refaire le jeu. On est d'accord. Ouais. Parce que du coup FF6, je sais pas si c'est un remaster ou un remake. Ils le vendent comme un remaster en tout cas. D'accord. De quelle version d'FF6 vous parlez? De quel remaster? La version qui est actuellement sur PC. Oui. Ils ont remasterisé les du 1 au 5. Oui, les fameux qui sont aussi sur mobile. Ils l'ont appelé Pixel Remaster. Oui, les Pixel Remaster qui sont aussi sur mobile. C'est cela? Oui. Et qui coûte un bras, là, 25 € le jeu ou un truc comme ça. C'est ça. C'est genre même pas en reste, quoi. C'est ça. Ouais, effectivement, pour moi, ça rentre a priori dans la case remaster qu'on vient de définir. Plus que du remake. C'est vrai, contrairement au 3D remake où on a refait le jeu en 3D. Justement, on va parler du remake. Qu'est-ce que c'est? Parce que dans l'oreillette, j'ai le Seigneur de Cavaillon qui me demande remake, c'est pas un mot français ça. Effectivement. Remake, alors remaster, j'ai pas compris. Alors bon. J'ai essayé pourtant de définir ce que c'était que le remaster, mais pourtant j'ai compris, c'est comme une portée de chiot, j'ai compris ça. Mais remaster, j'ai pas compris. Master, c'est de mettre, remettre. Je vais me faire remettre, mais il faudrait déjà que je me fasse mettre déjà dès le départ. Et aussi. Alors c'est genre de Cavaillon. Je crois que vous êtes en train d'embrouiller tout le monde là. Et le Seigneur de Cavaillon, s'il nous écoute, il va nous saigner quoi, vraiment quoi. Je suis pas sûr qu'il nous écoute. Peut-être. Alors il m'a demandé. Ouais. Explicitement l'adresse web de nos dernières émissions parce que j'ai dit qu'on avait parlé de lui. Il a dit je vais faire écouter à mes parents. Donc voilà. Okay. Bonjour monsieur madame seigneur papa et maman du Seigneur de Cavaillon, c'est de votre fils qu'on parle. C'est ça, monsieur A, et qui est la même personne, hein. Voilà. Alors le remake, alors qu'est-ce que ça veut dire? Make, c'est le verbe faire en anglais, donc remake ça veut dire refaire. Voilà, on recrée, on refait le jeu. Un refaisage quoi. Ouais, un refaisage, exactement. En bon français, c'est un refaisage.
Et donc le principe c'est que le jeu est vraiment refait, on part comme on dit from scratch, donc c'est un nouveau moteur graphique, des nouvelles animations, parfois il y a même des changements de DA, ça arrive. Donc pour changement de point de vue. Oui, aussi. Donc tout ça pour correspondre vraiment aux nouveaux standards, voilà, au moment de la sortie du jeu. Il est pas rare dans ces cas-là qu'en fait le scénario soit un peu différent du jeu original, en tout cas dans son déroulement. Il peut y avoir aussi des suppressions, des ajouts d'arcs narratifs qui, voilà. On en parlera peut-être pour FF7 où il y a des choses qui se passent ou qui se passent pas et qui auraient dû se passer. Pour un certain Metal Gear Solid Twin Snake aussi. Et mais après il y a quand même cette volonté, alors là on revient sur ce concept de volonté, mais en tout cas il y a toujours cette volonté de rester très proche du jeu original. On va quand même respecter l'œuvre et son histoire dans les grandes lignes. Donc voilà. On essaie de faire un petit parallèle avec le cinéma, effectivement, qui est la pratique dominante, hein, le remake, on en bouffe des wagons chaque année, et c'est une pratique qui est principalement venue des États-Unis. Hein. Oui. Je suis sûr que si je vous dis que The Thing, à votre avis, quelle est la première version de The Thing en fait, de Carpenter? Je savais même pas qu'il y avait une première version de The Thing. Pour moi, il y avait 15 The Thing. La chose venue de l'espace, c'est un film de 1954 ou 57, je sais plus exactement. Ouais. Et voilà, The Thing est une adaptation, voilà, un remake en fait de ce film-là. D'accord. Et jusqu'à ce qu'il se fasse lui aussi remakeisé entre guillemets. Il y a des dizaines et des centaines d'exemples. Oui, comme la guerre des mondes. Enfin oui. La différence, je trouve qu'il est intéressant aussi dans le petit parallèle à faire avec le cinéma, c'est une question aussi de localisation. Bon, toujours pareil chez nos amis américains, c'est-à-dire qu'ils aiment pas les films avec des sous-titres et ils doublent pas les films en américain. Ouais. Du coup, par exemple, Taxi devient New York Taxi, les visiteurs deviennent les visiteurs à t'as pris les meilleurs films. Dîner de con devient The Dinner. Il y a, ou bien pour prendre un exemple espagnol, il y a Ouvre les yeux qui devient Magnolia. Comment il s'appelle? Magnolia. C'est ça, Magnolia. Magnolia. Avec Tom Cruise. Tom Cruise. Ouais, et donc, d'ailleurs, c'est ce qui est assez étonnant, c'est que la même actrice joue le même rôle dans les deux films. Et ce qui est fou dans ce film, c'est que c'est le même film plan par plan, quoi. C'est le même film avec Tom Cruise. L'exemple le plus extrême étant Psycho de Gus Van Sant qui reprend plan par plan le film d'Hitchcock, quoi. Donc il y a véritablement, voilà, il y a cette volonté de ce que je disais un petit peu de remettre au goût du jour aussi. Et ce qui a marqué une génération de spectateurs, quoi. Voilà. Donc, et je pense que dans le jeu vidéo ça a cette même fonction là en fait. Et on est un peu plus différente quand même. Le remake, je trouve plus intéressant l'idée du remake dans le jeu vidéo que au cinéma où c'est souvent oui, c'est souvent pour des raisons purement comment dire, purement marquées, enfin c'est simplement ça ne vend pas chez eux, quoi. C'est comme tout le cinéma d'horreur japonais qui refont exactement pareil, plan par plan, mais en blonde. C'est ça. J'avais une question pour vous. C'est les différentes versions de Star Wars avec ou sans CGI, avec ou sans, avec les différents montages, avec les différentes les voice-overs qui ont été refaits, etc. Ça s'inscrit dans quoi là-dedans? Faire du remastering. Ouais, je dirais du remaster aussi. Avec attention. C'est-à-dire c'est du remastering type jeu vidéo en fait en quelque sorte. Du coup on modifie quand même le contenu de certains aspects du film, donc forcément et on touche en fait une question qui est extrêmement intéressante, qui est parallèle avec celle qu'on traite aujourd'hui. C'est la question des différentes versions d'un jeu en fait. On pourrait le faire l'objet d'une prochaine mise hein, mais et du coup là c'est pareil, on est vraiment dans une dynamique. Quelles sont les versions, les éditions d'un film? Et c'est une question encore plus complexe et dont justement qui s'intègre dans cette question de remaster, remake, reboot, etc. quoi. Alors sinon j'ai une autre question. C'est dans les films Star Wars, quand ils ont un titre différent et que l'histoire c'est la même mais décalée d'une génération, comment ça s'appelle? Ça pourrait être un reboot. Peut-être. C'est quoi un reboot? Alors le principe du reboot, c'est qu'on prend une licence. Ça veut dire reboter, hein, c'est ça? Hein? Reboter, on est d'accord que c'est un truc de
de le mec qui fait des chaussures. Non, ça n'a rien à voir avec ça. non, alors il est en forme. Le reboot, on prend une licence, on en fait un nouveau jeu en conservant ce qui faisait l'essence du jeu original dont il s'inspire. Bien souvent, ce qu'on va conserver, ça va être le gameplay, ou en tout cas certaines mécaniques, mais on repart... Oui, ou pas d'ailleurs, hein, oui, bien sûr. Et on repart de zéro pour aller sur quelque chose qui va être très différent en fait du jeu original dans son histoire, dans les personnages qu'on va contrôler ou qu'on va rencontrer. Enfin, voilà, on est sur quelque chose qui va ressembler, mais qui sera quand même très très différent. On est pour me faire l'avocat de Monsieur A, reboot, boot, ça vient de démarrer, donc redémarrer. C'est ça. Recommencer quand on connaît. C'est ça. Et Monsieur A, du coup, connaîtra très bien la saga James Bond, qui est l'exemple du reboot à chaque épisode, en fait. Presque, à chaque changement, en tout cas, d'acteur incarnant James Bond. Mais connaîtra aussi de manière assez récente les Marvel avec Spider-Man, il y a aussi DC avec Batman, Superman. Bref, on a bien mangé aussi du reboot au cinéma. Ouais. Je pense que Spider-Man a pas mal donné dans le reboot aussi, puisque tous les 3 ans on a à peu près un reboot. C'est pour ça, c'est un des champions du reboot avec Batman. Moi, un exemple concret de reboot. Alors, je vais un peu prendre les choses à contre-pied parce que c'est pas une évidence même. Mais le God of War dont j'ai parlé récemment, le dernier qui est sorti sur PS4 et qui va bientôt sortir sur PC et console next-gen. Non, console next-gen je crois pas, juste sur PC. Là en janvier ou février. Enfin bref, ce God of War là, le dernier, il est pas présenté comme un reboot, hein. Il s'appelle God of War. Mais pour moi, c'est un vrai reboot à part entière. Même si on a encore Kratos, on est sur quelque chose de totalement différent en termes de gameplay des anciens God of War. Les 3 premiers ont été sur on pouvait faire des roulades, le gameplay du premier jusqu'au 3 était le même. Après on débloquait des pouvoirs un peu différents, mais le 95% du gameplay était le même. Sur le dernier, on contrôle Kratos, mais on a aussi une touche qui permet de donner des ordres à Atreus, qui est son fils, donc pour qu'il nous aide un peu pendant les combats. Et même les coups que peut porter Kratos sont différents de ce qu'il a pu faire par le passé. Déjà, on est sur des pouvoirs de glace, chose qu'il n'avait pas dans les anciens. Puisqu'on était plutôt sur du feu et de l'éclair, des choses comme ça. Il a une hache au début du jeu, qui conserve tout le long. Plus tard, on redébloque les fameuses lames qu'il avait dans les anciens jeux. Et là, on retrouve un petit feeling qu'on avait dans les anciens, vu que il y a certains moves qu'on reconnaît et qui sont assez sympas. Ça parle du coup aux anciens joueurs, mais ça reste quand même très différent pour les placer. Enfin, on est quand même sur quelque chose qui est différent et pour moi, ce God of War, même s'il n'est pas présenté comme tel, c'est vraiment un reboot, quoi. C'est un exemple qui me paraît à partir du moment où tu as une série qui arrive à un certain nombre de numéros et que tu sors un épisode qui est très différent et qui a pas de numéro, on peut se poser la question. C'est vrai. Mais parce que là, on va dire que c'est pas explicite dans le sens où tu as encore Kratos qui est mis en avant et que c'est lui que tu contrôles, tu vois. Donc, c'est pas un truc qui saute forcément, qui peut sauter aux yeux, tu vois. Mais une fois que tu mets les mains dedans, là, tu dis, ah oui, c'est vraiment autre chose, quoi. Ils sont partis, ils ont vraiment donné une nouvelle direction à la saga, on part sur autre chose, quoi. C'est un petit peu dans le même délire, effectivement, de ce que vous voulez dire tous les deux, c'est-à-dire la saga Tomb Raider, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on garde le personnage de Lara Croft et on, même si on est toujours sur de l'aventure action, les mécaniques de jeu sont absolument pas pareilles. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup joué aux versions PlayStation 1, donc je suis un joueur récent de Tomb Raider, avec le premier. Et si on regarde, effectivement, on est reparti sur un autre concept même du personnage en lui-même, c'est-à-dire que on a essayé de lui donner beaucoup plus de profondeur, de moins basé entre guillemets sur ses attributs physiques, et plus sur sa personnalité, ou en tout cas. Mais sa poitrine pointue triangulaire était extrêmement. On joue moins, sur l'aspect quand même. Femme fatale, mais du coup, ce qui donne de la richesse, en fait, c'est que
dit tiens, je vais remettre à zéro complètement les choses et on va changer d'une direction. C'est-à-dire que c'est chose que le remake ne peut pas permet pas en fait. C'est-à-dire que du coup le remake on est quand même assujetti. Il reste plus que des fragments d'univers en fait, des fragments d'univers, c'est-à-dire l'histoire générale du personnage. Le design en fait disparaît au profit sur lequel est créé le jeu quoi. C'est plus le même personnage en fait. C'est plus la même Lara qu'on a connue il y a 30 ans. Bah, ça c'est bien que tu dis ça parce que c'est un peu là où je voulais en dire en moment sur les remakes parce qu'on est passé un peu trop vite sur le reboot. Le remake, quand tu joues un remake, il faut faire très attention parce que tu rejoues pas, tu as pas la même expérience de jeu que sur le jeu auquel tu as joué par le passé. Tout à l'heure on l'a même pas évoqué le FF7 par exemple. Là, on a rien évoqué, peut-être que maintenant qu'on a on peut partir en arrière un petit peu. On a un peu évoqué, mais du coup voilà, j'y viens. Le FF7 remake, jouer à ce jeu-là, ça a rien à voir avec l'expérience de joueur qu'on a eu dans les années 90 avec le FF7 ou certains qui l'ont découvert plus tard d'ailleurs, dans des portages d'ailleurs. Ou des remasters, mais ça a rien à voir vraiment en termes de gameplay, même d'histoire, même s'il y a les grandes lignes, mais dans les déroulés des événements, il y a plein de choses qu'il n'y avait pas dans le premier FF7, et d'ailleurs l'histoire est pas complète puisque là c'est qu'une partie en fait de FF7 ce FF7 remake, puisqu'il y aura d'autres volets qui vont arriver. C'est comme si on était sur une timeline parallèle en fait, c'est-à-dire que le remake joue un peu avec la question du SI, enfin en tout cas celui de Final Fantasy VII plus particulièrement. Il va proposer quelque chose qui qui commence à diverger de plus en plus, et on arrive pour ceux qui l'ont terminé, on se dit mais avec ses côtés, ses bons et ses mauvais côtés, un peu what the fuck sur le boss de fin, hein. Mais il y a vraiment voilà. S'il y a un intérêt de jouer au remake, au-delà du gameplay, on a déjà assez parlé de FF7 dans le sens où moi je parlais de le fait que c'était centré sur cloud, donc on a parlé de focalisation, ça qui change par exemple, voilà, il y a la question de la focalisation sur les personnages qui change, mais au-delà de ça, il y a véritablement un attachement qui est très différent, des personnages qui sont caractérisés de manière vraiment pas du tout les mêmes sensations qu'on a. On construit pas le même lien affectif avec le jeu que dans la version originale. Et ça, c'est toute la magie du remake en fait, parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer dans la suite du jeu, quoi. C'est ça. Mais ce que tu disais sur l'histoire de temporalité parallèle, enfin de timeline différente, etc., c'est un truc qui est complètement intégré dans l'histoire du jeu en fait, qui est complètement intégré dans le scénario du jeu. On l'apprend un petit peu tard dans le truc, mais c'est voilà, il y a cette idée là. Et effectivement, sur les personnages qui sont construits différemment, ils sont beaucoup plus détaillés en fait, ces personnages. Il y avait beaucoup plus de place à l'imagination dans le premier FF7, et aujourd'hui là, dans l'FF7 remake, on nous présente des personnages. Voilà, on nous dit ce personnage-là, c'est ça, c'est celui-là. Tu l'as maintenant entièrement devant toi, et tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, tu te démerdes avec. Mais tu peux plus te faire un petit peu l'histoire dans ta tête comme tu le faisais avec les quelques polygones qui te laissaient imaginer un petit peu ce que tu voulais à l'époque. C'est un peu ça, c'est un peu l'histoire de tous les remakes d'RPG notamment. Puisque sur ce qu'on appelle les RPG classiques, comme tu l'as dit, qui étaient faits sur des cartes en 2D où les proportions elles étaient complètement pétées. Enfin voilà, une colline elle faisait la taille du personnage quand tu te baladais dans le monde. Enfin, du coup effectivement il y avait un gros travail d'imagination pour s'immerger dans l'univers. Et c'est vrai que maintenant que avec les remakes ou même sans les remakes, mais les RPG actuels, t'as plus ce travail d'imagination parce qu'on te fait de la modélisation 3D des environnements à échelle réelle et tout. Donc c'est vrai qu'effectivement il y a un côté tu perds sur le côté un peu imaginatif, on va dire. Je sais pas si c'est le meilleur terme, mais ouais, on perd un peu sur ça, quoi. Et du coup ça fait que c'est deux jeux différents, et le FF7 d'origine est pas obsolète aujourd'hui. Ah oui. Enfin, je veux dire, complètement différente. À l'inverse, par exemple, là, je passe très vite sur un exemple de remake assez récent, qui est le Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Ouais. Donc le jeu a été entièrement refait. Tous les niveaux ont été refaits, voilà, ils ont été updatés, donc ils n'ont pas exactement la même gueule qu'à l'époque. Tous les personnages, alors ils ont gardé tout le cast d'origine, ils les ont vieillis, ils ont leur donné la gueule aujourd'hui. C'est cool ça. C'est rigolo.
Voilà, même dans les décors, par exemple, il y a le centre commercial. Si on prend le centre commercial, à l'époque, il ressemblait à un centre commercial fraîchement abandonné en 99. Aujourd'hui, ça ressemble vraiment à une ruine, tu vois. C'est vraiment le truc glauque. D'ailleurs, c'est peut-être un peu l'un des trucs que j'aime le moins dans ce jeu, c'est que tout est beaucoup plus gris et beaucoup moins coloré qu'à l'époque, parce que tout est un peu plus passé, quoi, plus. Il y a une sorte de patine qu'ils ont voulu ajouter, qui donne l'impression que oui, c'est très réaliste, mais c'est peut-être un petit peu moins coloré et joli qu'à l'époque. Mais aujourd'hui, tu prends Tony Hawk's, le nouveau qui est sorti en 2020. Pour moi, il correspond à l'image que j'avais en tête du jeu auquel j'ai joué en 99, alors que pas du tout. J'ai regardé des images de 99 dégueulasses. Aujourd'hui, celui de 99, il est obsolète. Il n'y a plus aucune raison de le sortir. Et par rapport à ce que tu disais, où tu disais le gameplay pas forcément le même, là pour le coup ils se sont attachés à faire quelque chose qui c'est la plupart des niveaux, tu peux remplir les objectifs et faire ton run comme tu faisais en 99 avec ta mémoire musculaire quasiment. Après il y a des petits changements par-ci par-là, c'est pas exactement le même niveau, mais pour l'essentiel tu peux vraiment te balader, tu peux ressortir. Enfin, moi je sais que j'ai pris la manette en main. J'ai éclaté tous les scores, etc. Parce que j'ai joué comme en 99, comme si j'avais pas arrêté de jouer depuis l'époque, quoi. Ouais, t'as retrouvé des feelings alors que c'est. Complètement. Alors que dans l'enrobage, c'est pas le même jeu, a priori, quoi. Ouais. Mais du coup, voilà, ce jeu remplace, aujourd'hui, Tony Hawk's, la version 2020, remplace la version 99. Il n'y a pas de raison de s'infliger la version 99 aujourd'hui, sachant que t'as la version 1+2 qui existe aujourd'hui, qui est beaucoup plus moderne, qui est beaucoup plus jolie, beaucoup plus fluide. Voilà, quoi. Enfin, là remplace l'autre. Ouais, c'est pas le cas pour FF7. Ça me fait exactement ce même feeling, ce que tu décris sur Shadow of the Colossus par exemple, où le gameplay, j'ai les mêmes sensations que le jeu qui était sorti à la base sur PS2, mais je rejouerai jamais au jeu de PS2 pour avoir joué sur celui qui est sorti sur PS4 là, qui pour le coup a vraiment été refait. Là aussi il y a un petit changement de DA et tout ça, mais après c'est exactement le même jeu, les mêmes monstres, mais en 1000 fois plus beau, quoi. Et il y a zéro raison de revenir sur l'ancien jeu, parce que Shadow of the Colossus maintenant c'est ce jeu. Enfin c'est il a annulé l'autre, quoi. Voilà. C'est cancel. J'imagine que c'est aussi peut-être certainement le cas avec le Demon's Souls qui est ressorti sur PS5 là, par exemple. Voilà. Ouais. Ressortir une PS3. Ouais. Non, c'est un des jeux auxquels j'avais pensé. Alors malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de l'avoir entre les mains, mais effectivement, j'ai été tenté après avoir fait les Dark Souls de me dire tiens, je refais celui qui m'a lancé là-dedans, quoi. Et maintenant que celui-là est sorti sur PS5, même si je l'ai sur la PS3, je ne remettrai pas les mains dessus parce que il y a la version PS5 qui existe, et qui a un vrai remake en plus, donc. Effectivement, il y a vraiment cette tendance de se dire que le remake remplace en fait en quelque sorte. Alors pas toujours, mais dans certains cas, ouais. Dans certains cas, ouais. Le FF7 par exemple, il remplace pas l'initial, quoi. Vu que ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, non, ouais. Et parfois ça remplace pas pour de mauvaises raisons. Par exemple, ils ont fait un portage / remaster, mais remaster forcé. De FF9 il y a quelques années pour les consoles. Alors vous savez ces portages où on rajoute un petit peu le mode tu peux te mettre invincible, tu peux avancer le temps 2 fois plus vite, etc. Ouais. Et je crois qu'ils ont été obligés de refaire des éléments de décor, des trucs comme ça, parce que les originaux ont été perdus. Ah merde. Alors, je sais plus si ça a été refait ou s'ils ont récupéré d'une version PT qui était sortie sur PC, un truc comme ça, mais avec une qualité dégueulasse. Enfin, aujourd'hui, par exemple, le FF9 qui existe en version ressortie récemment, là, je sais pas du coup si on doit le mettre dans le cadre, c'est un remaster, je sais pas si c'est un portage, un remaster, enfin, bref. A priori, il est de mon souvenir, il est moins bien que la version d'origine si tu l'as fait tourner sur un émulateur. Oui. Voilà. Ouais, parce que tu dis, c'est vrai que là, dans le précédent numéro, j'avais parlé dans Metal Archive du remake de Trials of Mana. Ouais. Et moi, pour rappel, les Mana, j'avais dit en préambule que j'y avais pas joué, j'étais passé à côté de ça quand j'étais plus jeune, et du coup, je m'en rattrape aujourd'hui sur les remasters et les remakes. Et
Et je voulais me prendre le Secret of Mana, mais a priori, le remaster parce que du coup, c'est un remaster. Très bien. Et a priori, ouais, voilà, il est complètement loupé. Donc, en gros, pour synthétiser les critiques, c'est, vaut mieux jouer sur un émulateur, plutôt sur la version originale sur console si possible, si on l'a, ou si on peut l'avoir, plutôt que de jouer à ce remaster. Du coup, je l'ai pas pris. Je m'étais contenté de prendre Trails of Mana et Legend of Mana. Voilà. Oui, parce que effectivement, moi, comme je le disais à ce propos-là, que j'étais un très 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 grand fan de Secret of Mana, et jamais j'ai voulu l'acheter non plus en fait. Recommencer une partie sur l'émulateur, et on n'est pas loin en plus du remake raté en fait, parce que ils vendent ça comme un remaster, mais quand moi j'ai vu le jeu tourner, je me suis dit mais en fait non, on dirait ils ont réussi à pourrir toutes les qualités du jeu, quoi. Ouais. Le côté visuel, le côté gameplay, le côté animation, il y a rien qui va dans le jeu. Enfin, dans les vidéos que j'ai vues, il y a rien qui va, quoi. Et puis du coup, ils le vendaient comme un remaster, mais c'est clairement un remake puisqu'ils ont refait. C'est clairement un remake, en fait. Voilà, le jeu qui avait des illustrations magnifiques en 16 bits se retrouve aujourd'hui avec de la 3D un petit peu cheap. Et par contre, ils n'ont pas touché aux lourdeurs du gameplay qui aujourd'hui aurait vraiment mérité d'être vu, quoi. Oui, voilà, c'était ça qui revenait a priori dans les critiques. Ils ont apporté des changements là où il y en avait pas forcément besoin, ou en tout cas, si on avait besoin, il y avait besoin de le faire bien. Et là où on avait la possibilité d'améliorer le jeu pour en faire la meilleure version du jeu qui existe, puisqu'en fait c'est principalement ça l'idée des remakes et des remasters, c'est d'en faire la meilleure version qui ait jamais existé. Ils ont pas touché à ces problèmes-là, donc c'est vraiment dommage, parce que surtout que c'est un jeu qui est assez légendaire quand même. Et c'est vraiment dommage qu'il se soit planté comme ça là-dessus. Ça me fait penser en termes d'expérience restée. Du coup là, je vais parler plutôt d'un portage, mais qui est un remaster aussi. J'en parle souvent dans les métadarons par dépit. J'en ai parlé la dernière fois d'ailleurs de Baldur's Gate Enhanced Edition. Oui. Qui est déjà un remaster PC poireux, disons-le franchement. C'est-à-dire que le jeu date fin des années 90, ils ont fait un remaster donc il y a une petite dizaine d'années, un petit peu moins. Et en gros le jeu il avait très mal vieilli, notamment au niveau des décors, etc. C'était moche, etc. Et ils ont appelé ça Enhance, alors que du coup ça avait l'air moins bien que sur le jeu modé auquel je jouais à l'époque, hein. Donc Enhance c'est vraiment genre amélioration. Oui, c'est ça, c'est amélioré, c'est ça. Et après du coup je me suis dit vu que j'ai pas de PC, raison numéro 1, mais je me dis j'aimerais bien le refaire sur console et tout, me faire tranquille dans mon canapé, franchement trop bien de me faire Baldur's Gate. Et du coup, j'ai acheté la version PS4 en promo. Bon, j'ai bien fait de mettre en promo parce qu'à l'époque, c'était quand même 50 balles les deux jeux. Alors, le seul intérêt de cette Enhanced version, c'est d'avoir tous les DLC, toutes les suites officielles du jeu, etc. Donc, c'est complète, quoi. Juste. C'est une édition complète, ouais. Mais encore une fois, j'avais des mods qui me permettaient de jouer encore mieux que la version complète à l'époque, quoi. Et ils ont payé quand même le luxe de récupérer d'ailleurs tout le boulot des modeurs en termes de personnages, enfin d'avatar de personnages. Alors ça, je trouvais ça honteux. Et la version PS4 est une infamie suprême. Non seulement ça rend moche sur un écran télé, mais encore plus moche là du coup. L'ergonomie, alors que ça a été fait après le premier Divinity, ils auraient pu tout à fait adapter avec ces mécaniques de ce genre de jeu. Ils l'ont pas fait en fait, c'est extrêmement poussif, enfin c'est extrêmement paresseux, donc c'est l'exemple même de on va faire redécouvrir une pépite à une génération de joueurs et en fait on le dégoûte du jeu en fait. Et mine de rien, c'est quand même assez courant. Moi, je sais qu'il y a pas mal de portages comme ça sur consoles récentes que j'ai acheté de vieux jeux dont on n'avait pas forcément entendu beaucoup parler. Et le principal endroit où ça chie, c'est sur le gameplay. Enfin, quand tu arrives à jouer sur une PS4 ou sur une Xbox, un jeu où on considère que ta manette a pas de stick analogique, par exemple, ou de bouton de gâchette, tu dis non mais calmez-vous les gens, en fait. Enfin, si vous êtes prêts à refaire un jeu, ajoutez-lui une option de gameplay qui rend ça confortable. Enfin, je sais plus quel jeu c'est The Silver Case ou un truc comme ça. Le jeu, il est dégueulasse à jouer parce que t'es en permanence en train de galérer avec la croix pour passer d'une façon de te déplacer à l'autre, alors que il mettait juste la prise en charge des sticks et le jeu était confortable, quoi.
Et c'est, je sais plus si c'était celui-là, mais il me semble que c'est ça. Et c'est vraiment dommage quand ça arrive. Ouais. Parce que, enfin, je considère pas que ça soit vraiment trahir le jeu que de le rendre plus confortable à jouer. Non, c'est sûr. À part si c'est vrai. Un jeu, petite parenthèse là, si je vous dis un jeu dont la remasterisation n'a jamais été officialisée ou en tout cas vendue dans un commerce et qui est culte sur Nintendo 64, à quel jeu vous pensez? Culte qui a failli être remasterisé en fait. Il y a même des vidéos qui tournent dessus. Le Mario, par hasard. Mario 64? Non, mais c'est vrai que ça aurait pu être pas mal. C'est un jeu de cartes? Un jeu un FPS. Ouais, un FPS. Ah merde. Ah putain, je crois que je vois ce que c'est. Qu'on s'appelait déjà Perfect Dark, non? Eh ben non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. L'autre mythique sur la N64. Ah, 007? Ouais. GoldenEye. GoldenEye. Ils ont fait un remaster de GoldenEye. Il est excellent, ce jeu. Jamais sorti. Après, est-ce que ce jeu aurait encore un intérêt aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Moi, je sais que j'y rejouerais très avec plaisir sur la N64, quoi. Tout comme Perfect Dark, quoi. Ouais, il y a, il me semble, Ultra, que tu voulais nous parler un peu de Metal Gear Twin Snakes, non? Bah, là, on est dans le cadre du remake, hein, vu que, donc en fait, en gros, il s'agit d'un portage à la base de Metal Gear vers la GameCube, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était la GameCube, ouais. Mais du coup, en changeant complètement le moteur du jeu, en reprenant un truc qui ressemblait plus à Metal Gear 2. Exactement. Et en ajoutant énormément de fluff, comment ça s'appelle, du genre ton personnage, là où il faisait une roulade, maintenant il fait 4 roulades. Oui. Et je me souviens, enfin moi perso, alors, ce jeu-là, j'y ai pas joué directement, mais j'ai vu mon frère y jouer, j'étais assis à côté de lui, je le regardais y jouer, et putain, je trouvais que c'était n'importe quoi en fait. Alors moi, mon premier run sur Metal Gear Twin Snakes, et je me suis dit putain, c'est la meilleure version de Metal Gear. Quand j'ai fini le run, j'ai fait putain, c'est la pire version de Metal Gear. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, du coup? Je suis curieux. Entre les deux, je me suis rendu compte que ça allait beaucoup trop loin dans on a envie de rajouter des trucs, mais vraiment parce qu'on se sent obligé, quoi. Mais c'était ça, en fait. C'était, je sais plus, ça fait très longtemps que j'y ai joué à l'époque où il est sorti, et j'y ai joué 2 fois, et puis c'est tout. Donc, je suis jamais revenu dessus. Mais en gros, c'était ça. C'était, du genre quand t'avais le samouraï ninja, là, comment il s'appelle? Grey Fox. Grey Fox, qui est là, ben, il était, déjà, Grey Fox, il est un petit peu, il est balèze, il fait des trucs un petit peu, des mouvements un peu stylés, etc. Ben, il y a quelqu'un qui avait décidé que c'était pas assez stylé. Du coup, il faisait des mouvements encore plus stylés. C'est devenu Neo dans Matrix, le gars. Oui, ou c'est devenu Raiden dans MGS4. C'est ça. Je me souviens de séquences à coup de bullet time, parce que du coup, le jeu était sorti quelques années, enfin peu après Matrix, et tu sentais l'influence de Matrix dans certaines cutscenes où voilà, t'avais des séquences de ralenti, d'esquive un peu acrobatiques, et tu fais non putain, mais me foutez pas ça bon, après putain ils l'ont fait, mais sur le coup voilà, ça m'a un peu dégoûté, quoi. Mais non, mais voilà, t'avais une sorte de surenchère à où t'as l'impression que les personnages ils sortaient de Devil May Cry, par exemple. Ils font des gestes qui servent à rien dans la vraie vie, mais juste parce que ça peut être un peu stylé. Sauf que quand on en rajoute beaucoup, c'est plus stylé du tout. Ça en fait beaucoup trop, ouais. Voilà, et donc il y avait des longueurs qui se rajoutaient comme ça, des petits ajouts qui étaient vraiment pas nécessaires. je crois qu'il était impliqué, Kojima, sur ce projet-là, ou c'est un truc du genre je laisse ça aux stagiaires, et comme il avait fait pour Metal Gear Rising, et il a fait autre chose à côté. Okay. Je creuserai la question, du coup. Ça me décevrait de la part de Kojima s'il a été impliqué. C'est vrai que j'ai posé la question, en fait, de savoir son degré d'implication dans ce projet-là, quoi. Mais et il est réalisateur. Hein. T'as dit quoi? Il est réalisateur du jeu. Ouais. Bon, après, on fait toutes des erreurs, hein, ça arrive, hein. Les plus grands. Après, il est pas mauvais, et c'était un plaisir de pouvoir jouer à Metal Gear, de rejouer à Metal Gear sur GameCube. Ouais. Simplement, déjà, la GameCube, c'était peut-être pas la meilleure console pour faire un Metal Gear, du coup, qui utilisait beaucoup la 3D, mais du coup, avec une 3D qui était pas forcément la plus solide et la plus fluide. Et la plus métal. Et aussi, et aussi, voilà, les ajouts. En fait, on a l'impression que c'était un terme qu'on n'a pas utilisé. On a l'impression qu'il y avait un côté de director's cut.
Oui, un autre terme, tiens, ouais. Voilà, où Kojima a rajouté des trucs peut-être qui existaient peut-être dans la version d'origine et qu'il a dû couper pour des raisons techniques ou tout simplement par raison, parce qu'il a écouté la voix de la raison à l'époque. Mais voilà. Après, c'était pas un mauvais jeu, c'est simplement que dans mon cœur, ça sera toujours Metal Gear, ça sera toujours Metal Gear Solid, en tout cas, ça sera celui de la PS1 et point barre. Bien sûr, il n'y a pas d'autres possibilités, quoi. Même si demain, ils font un Metal Gear 1 qui ressemble avec le moteur graphique du Metal Gear 5, on retrouvera jamais le feeling qu'on a eu dans le 1, c'est impossible. Il avait ironiqué le game à l'époque, quoi, et il pourrait pas nous surprendre avec un remake comme il avait fait à l'époque. Et il y avait un truc aussi que j'avais oublié et que je viens de relire là vite fait. Il y avait Miyamoto qui a participé aussi au développement du jeu. Sérieux? Et du coup, t'avais des figurines de Mario et de Yoshi un peu partout. Voilà, voilà. Ouais, le petit clin d'œil. Ouais, des petits trucs de Zelda et tout ça. Ouais. C'est cool. Et d'ailleurs, il avait même un portrait de Miyamoto dans le bureau de Psychomantis. Ouais, classique. Voilà. Non, mais après, peut-être que c'est pas aussi terrible que ce dont je me souviens. Mais en tout cas, c'est l'effet que ça m'avait fait à l'époque. The Pulp, il me semble que toi, tu voulais évoquer la saga Kingdom Hearts. Qui est assez passionnante. Alors, j'aurais aimé, effectivement, m'y plonger un peu plus davantage parce que, il y a quelques années, je crois, c'est 1 an ou 2, je me suis tombé sur une super promo sur l'édition Kingdom Hearts All in One. Ouais. Et j'ai craqué. Et je me suis dit, je vais tous me les faire. Bon, j'ai pas réussi, hein. J'avais fait que le premier, en fait, il y a très très longtemps, donc, d'origine. Et du coup, je me suis refait le premier, j'ai commencé la suite, donc, pour rappel, pour les personnes qui connaissent pas cette édition assez incroyable, il y a dedans, donc, après tout ce qui est sorti sur Kingdom Hearts, alors je vais les dire comme ça rapidement, mais ça va pas forcément. Je vais parler de certains jeux et ce que j'ai fait principalement et à quoi ils sont reliés en fait. Donc il y a Kingdom Hearts Final Mix. Alors déjà voilà, on est déjà dans un nouveau terme, Final Mix. Alors là, c'est un remixage quoi, c'est-à-dire comme au son en fait, c'est juste une version améliorée, une enhanced version Kingdom Hearts qu'on a joué. Il y a Chain of Memories, qui est une version, un remake, cette fois de Chain of Memories. Mars 358 sur 2 Days, qui est carrément remis sous la forme de film. Kingdom Hearts 2, qui avait Final Mix, qui est pareil, le même principe. Et en gros, on a plein de choses où soit c'est des portages. Par exemple, le Final Mix, c'est le portage PS3 de Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 remix. En gros, on est entre un peu ce que définissait Jérém entre le portage et véritablement le remaster. Et en gros, ils ajoutent des petites choses dans le scénario, des petites scènes, des petits objets, etc. Donc on est vraiment quand même sur quelque chose, d'une intention. L'édition All-in-One est elle-même un espèce de gigantesque portage, en fait, de toutes ces versions-là de jeux. Voilà, quand je prends l'exemple qui ont été de jeux qui sont refaits comme des films, c'est assez incroyable. En fait, on a que les cutscenes on change carrément même de support, de médias. Et tout ça, en fait, pour recréer, et ça que je trouve assez intéressant dans ce All-in-One, une vraie expérience joueur. C'est-à-dire que on est au-delà de l'aspect marketing. On est dans une présentation d'un univers étendu autour de Kingdom Hearts. Imaginons qu'on fait ça pour d'autres sagas, ce serait juste monstrueux en fait. Ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, moi, c'est ça qui m'a donné envie en fait d'acheter le All-in-One. J'ai cette possibilité-là de refaire des jeux ou de faire des jeux, jamais fait juste parce que ça va me permettre de comprendre vraiment cet univers de A à Z. Ça, à ma connaissance, avec peut-être la sortie du Mass Effect Legendary Edition, enfin. Oui. C'est à ma connaissance vraiment les 2 seules tentatives de résumer tout un univers complet de jeux vidéo, et pour Kingdom Hearts c'est juste monstrueux parce que ça touche à des jeux, des plateformes, des différentes. Par exemple, Recoded était sur Nintendo DS, enfin. Tout ça sur une même plateforme, sur la même console, avec la même manette. Et ça, je trouve ça absolument génial comme idée. Et après, c'est des centaines et des centaines d'heures de jeu. Enfin, ça rentrait véritablement. Il y a de quoi faire, quoi.
Et j'aime bien cette idée, ce cas un peu à part de remaster, remake. On est vraiment, à part le reboot, il fait tout en fait, ou presque. Mm-hmm. Et il le fait de manière complètement une volonté de donner une expérience complète aux joueurs, enfin, mais pas dans le sens je fais un RPG à 100% ou je donne un contenu à 100%, c'est je donne un univers complet de jeux vidéo à 100%. D'accord. Donc Kingdom Hearts est un univers d'univers en plus, donc et c'est assez intéressant comme métaphore, quoi. Tu avais d'autres exemples de jeux qui faisaient un peu ce qui a été fait sur Kingdom Hearts. On en a parlé juste avant, Metal Gear. Il y avait eu une Legacy Collection qui était sortie sur PS3 où tu avais tous les principaux opus avec Solid Snake et qui était sous forme de portage. Donc tu avais des épisodes de mémoire, ceux de PS1, enfin celui de PS1. Tu avais un épisode de PSP aussi. Je sais pas si le 2 il était, je me souviens plus. Mais je me souviens clairement qu'il y avait le 1 de PSP, il y a même le 4 qui était dedans, je crois. Enfin voilà. Ils étaient peut-être tous, hein, il y a peut-être même le 2 aussi. Hein, Oui, parce que du coup, c'est chelou de pas mettre le 2. Non, ça me semblerait aussi chelou, mais voilà, il y a eu des tentatives comme ça. Il y avait eu aussi Uncharted où ils avaient fait pareil, la trilogie, enfin les 3 premiers. Sur PS4, enfin voilà. Mais du coup, GTA récemment là. Ouais, il y a eu GTA récemment, c'était foiré d'ailleurs, complètement. Mais ouais, il y a eu GTA. Même si c'est limité à l'univers du GTA 3 en gros. Et du coup, non, pour les Metal Gear, je confirme parce que du coup, pendant qu'on parlait là vite fait, j'ai fait la recherche et effectivement, il y a le 2, il y a le 3, il y a donc les versions PSP comme je l'ai dit, et tout pour chaque version, c'est des versions remaster. Pour les consoles. D'ailleurs, je connais personne qui a mis la main dessus autour de moi. Je sais pas ce que ça vaut, si ça vaut le coup de refaire ces jeux-là. La question se pose. Voilà. Moi, ça me donne envie, hein, par rapport au dernier podcast où me donne envie d'y rejouer, de me faire les 5, là. Moi, ça me donne envie. Est-ce quelqu'un donne de la main dessus? En plus, je pense que ça doit pas être très cher, tu vois. Je regarde là, ça coûte autour de 30 balles. Alors, du coup, ce qui est con, c'est que, et je voulais en parler vite fait tout à l'heure et j'ai oublié d'en parler quand je parlais de Tony Hawk's, c'est que je suis pas certain que dans Tony Hawk's, par exemple, la liste des chansons soit la même. Ah, possible. Il y a beaucoup c'est sacrilège, hein. Parce que j'ai joué quand même quelques heures maintenant, quelques dizaines d'heures, et il me semble qu'il y a des chansons qui revenaient très souvent dans Tony Hawk's et que j'ai pas entendues là. Et c'est fort possible que pour des raisons de droit, les chansons n'y soient plus, parce que c'est un problème qu'on a vu dans plusieurs jeux, dont d'ailleurs les Metal Gear très récemment. Je sais pas si vous avez suivi ça. Tous les Metal Gear ont été retirés des stores il y a quelques semaines. Non. Le temps de renouveler. Alors, c'est pas pour la musique cette fois-ci, c'est par rapport aux images d'archives qu'ils utilisent dans les jeux. Putain. Voilà. Pour lesquels ils doivent renouveler les droits. C'est cool. Donc, peut-être qu'il existe une version une collection Metal Gear, mais qu'on peut pas acheter en ce moment. C'est ouf. Enfin, en tout cas, pas dans les stores des genre PlayStation Store, etc. Ouais. Et il y avait je crois que c'était Alan Wake, je crois aussi, qui avait été retiré de partout à cause d'une chanson dont ils avaient perdu, enfin voilà, les droits avaient été épuisés et ils avaient dû remettre le jeu, mais sans cette chanson, je crois. Je sais plus si c'était Alan Wake ou un jeu qui ressemblait à ça. D'accord. Et mine de rien, c'est une menace qui pèse sur beaucoup de jeux. On s'en rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup de jeux qui utilisent des produits et des licences tierces en fait, que ce soit des chansons, des images d'archives, voilà. Et mine de rien, légalement, il y a beaucoup de jeux qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Il suffit que les ayants droit de la chanson ou des œuvres qui sont utilisées se disent non, nous finalement on n'est plus d'accord avec ça. Et le jeu est retiré de la vente, quoi. Ouais. Et effectivement. Ouais. Et pour l'histoire du jeu vidéo, qui est un art, c'est dramatique en fait de se dire que pour des raisons comme ça purement légales, enfin c'est quelque chose, c'est purement bureaucratique en fait comme raison, un jeu peut disparaître. Et voilà, pour certains jeux qui n'ont pas, par exemple, qui n'existent pas en version physique, c'est absolument dramatique. Parce que, à moins d'en avoir fait une copie illégale et de l'avoir partagé quelque part sur des forums pour aficionados de jeux en téléchargement gratuit,
ces jeux disparaîtront complètement voilà, à part ceux qui l'ont sur leur console et qui les fassent pas, personne n'aura ces jeux. Il y a d'ailleurs récemment, en fait, des jeux avec la fermeture des PlayStation Store pour la PS, je crois que c'est pour la PS3. Alors je sais plus s'il est fermé complètement ou pas, mais enfin je sais qu'il y a des jeux qui étaient uniquement en vente en dématérialisé sur ce catalogue, qui aujourd'hui tu peux plus les acheter. D'accord. Petite parenthèse, je pensais pas que c'était arrivé aussi vite. J'en discutais avec mon frangin il y a pas très longtemps. Du coup, il me disait ouais, moi je vais rebrancher ma PS3 et télécharger des jeux que je veux absolument garder avant que je puisse plus les télécharger, quoi. Et c'est mort. Le store. Ça a déjà commencé donc. Oui. Ouais. Ils ont arrêté déjà les mises à jour. Ça fait, je sais pas si il y a pas 1 ou 2 mois là ou un peu plus. Déjà les mises à jour. Mais on peut toujours télécharger des jeux. Ça, je pense que c'est encore possible. Je sais même plus. Tu peux télécharger les jeux que tu as déjà achetés. C'est ça en fait. Ouais. Je crois que c'était dans quelques années, je pense que tu pourras plus le faire ça. Je pense aussi. Et je crois qu'après ils vont bloquer les mises à jour. Enfin, c'est tout un système qui va être. Oui, les joueurs vont être. Vous avez du stockage, voilà, pour penser à sauvegarder vos jeux que vous aviez achetés à l'époque. C'est ça. Voire quitte à investir en un disque dur spécial PS3 ou Xbox. Sinon tu te retrouves avec la version originale du jeu qui est buggée, parce que c'est ça aussi la super joie. C'est un truc, moi, qui me fout toujours les boules, alors que ça fait 20 ans qu'on est dans ce système-là, maintenant, enfin, un peu moins, mais de ce système de jeux connectés, entre guillemets, où les développeurs sortent des jeux pas finis et te servent des mages pour peaufiner les choses. Voilà, le contre-coup, c'est ça, c'est que dès que t'as une plateforme qui va arrêter la maintenance et les mises à jour, les joueurs sont perdants, quoi. Donc, tu perds l'expérience de jeu et voilà, il y avait déjà cette problématique là avec les jeux en ligne, hein, dès qu'un serveur est plus maintenu, par exemple. Mais voilà, maintenant ça va pour la console PS3 par exemple, s'étendre même aux jeux solo, après, quoi. Voilà, et après je pense que ça ferait clairement l'objet d'un épisode complet de notre podcast, hein, ce sujet. Mais ouais, c'est vrai que là, récemment, je sais plus, c'était au début de l'été, je crois, ils avaient publié une liste de 200 ou 400 jeux qui disparaissaient parce que ils n'existaient que sur le PlayStation Store de PS3. Ouais. Et donc, ces jeux ne sont plus vendus nulle part. Et je trouve ça assez dramatique. C'est ça. Donc, à moins d'avoir un portage, ou un remake, ou un remaster pour ces jeux dans un futur proche ou lointain ou potentiel. Ouais, c'est ça. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Bon, on pourra jamais la faire complètement parce qu'il y aurait tellement de jeux à citer que ça serait sans fin, mais... Il y a juste 3 exemples que je voulais citer de trucs qui étaient plutôt réussis. Ouais. Dans l'idée de portage, remaster et reboot. Il y avait un portage, c'est le portage de Catherine Full Body, donc un portage de la PS3 vers la PS4. Pour le coup, au passage, ils ont ajouté tout un nouveau personnage, donc le personnage de Rin, avec de nouvelles scènes. C'est pas un portage, on est vraiment sur du remaster. L'intention à la base, c'était de le porter sur PS4, je crois. Mais effectivement, au fil du temps, c'est devenu. Est-ce que c'est vraiment un remaster ? Je sais pas. Oui, parce que si le fait d'avoir ajouté un personnage et d'avoir fait qu'un lifting graphique ou autre, du coup, c'est comme si tu rajoutais des arcs narratifs à un RPG, quoi. Est-ce que c'est pas un director's cut ? Est-ce que c'est pas un director's cut plutôt ? Pour moi, on est plutôt sur un remaster, hein, par rapport à la définition qu'on a donnée. Même s'il y a un ajout, ils ont pas refait le jeu a priori. C'est les mêmes. On est sur un remaster, mais le director's cut est une version ultime du remaster. Est-ce que ils ont pas refait le jeu, mais ils ont ajouté des choses dans le jeu du coup. Du coup, il y a des parties qui ont été refaites quand même de zéro vu qu'elles n'existaient pas avant. Ouais, c'est vrai. Voilà. Il y a Steins Gate Elite. Alors, pareil, là, c'est Steins Gate. Ils ont repris le jeu, c'est le même jeu, sauf que à la place des écrans fixes et des portraits des personnages, on a des images de l'animé. Donc là, on est dans quoi ? C'est vrai. Je pense aussi quelque part dans le remake. Dans le remake. Ouais, je dirais dans le remake. Si on part du principe que le remake, c'est tu vas toucher au code, alors c'est un remake. C'est vrai. Et 2 reboots qui ont été très audacieux, qui ont marché plus ou moins l'un que l'autre. Il y avait le DMC, de Devil May Cry DMC, avec un Dante émo et brun. C'est ça.
Donc ça, c'est celui qui a pas trop plu. Même s'il avait ses propres qualités, hein, mais simplement, c'est un petit peu l'effet Raiden, en fait, on va dire. Tu dis, moi, je jouais à Devil May Cry, je jouais avec Dante, le Dante que je connais, pas avec son fils caché, ou je sais pas, enfin voilà. Et la série des Wolfenstein, qui a été relancée par Arkane en 2014 avec New Order, qui, pour le coup, ça donne, enfin, ça change complètement parce que Wolfenstein, c'était un FPS, un des premiers FPS avec Doom, d'ailleurs Doom aussi qui a subi ce même traitement. Effectivement, qui a eu le même effectivement problème. Voilà, qui a bénéficié du même traitement. C'est-à-dire qu'on a fait des jeux d'action qui sont très 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 éloignés de ce que c'était à l'époque. Avec un Doom où on passe un jeu on est passé à un jeu qui se passe à 100 à l'heure, alors que le premier c'était un jeu plutôt posé et angoissant. En fait, on va dire c'était assez, on entrait avec la boule au ventre. Là, on vient pour défoncer du démon. Les Wolfenstein qui ont gagné cet aspect cinématographique avec un grain de pellicule qui donne un aspect vieux film de guerre avec toujours cette ambiance steampunk qui est propre. Enfin, t'as des mechas et des nazis. Et voilà. Enfin, pour le coup, Wolfenstein, je trouve que c'est assez réussi. Je m'attendais pas. Enfin, quand ils ont sorti New Order à l'époque en 2014, je m'attendais pas spécialement à revoir un jeu Wolfenstein un jour. Et en tout cas, quand on m'a annoncé un nouveau Wolfenstein, je me suis dit ouais, il y avait pas forcément besoin. Et finalement, Arkane a fait un truc plutôt sympa avec. Voilà, d'ailleurs c'est sur ma playlist. Hein, j'ai juste essayé un tout petit peu le New Order vite fait, et je vais me faire les 4 parce que donc il y en a 4 qui sont sortis depuis. Il y a New Order, Old Blood, New Colossus et Young Blood. Voilà. Ouais, petit. Ouais. Fantasme aussi dans le réussi Resonance of Fate aussi HD qui est plutôt pareil, hein, un remaster pour le coup pur et dur qui est très très beau. Moi je sais que ça donne vraiment envie d'y jouer et j'y ai joué quelques heures d'ailleurs. Alors que j'avais déjà la version PS3 installée sur la console. Donc, du coup, j'ai quand même racheté le jeu en me disant il y a cette plus-value là quoi. Et c'est ça qui est fort parce que comme le disait Jérém dans son intro, c'est pas forcément quelque chose, le fait de racheter un jeu auquel j'ai déjà joué et pour y rejouer, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire à la base. Mais quand c'est bien fait, quand il y a un petit truc en plus ou quand c'est juste le bon jeu qu'on aime et auquel on a envie de rejouer aujourd'hui alors que c'est plus vraiment confortable de le faire, on craque quand même à ces trucs. Je suis pas, par exemple, voilà, moi le Demon's Souls, il me tente pas parce que j'ai pensé Demon's Souls sur PS3. J'ai pas envie de revenir dessus sur PS5. Mais il y a des jeux auxquels j'ai survolé un petit peu ou alors que j'ai vraiment kiffé où je me dis peut-être que c'est l'occasion de se replonger là-dedans. Alors c'est décevant quand c'est un mana, pardon, oui. Avant de passer maintenant du coup je te laisserai finir du coup petite parenthèse, avant de passer peut-être au ramen, c'est quoi le jeu que vous voudriez voir absolument bon, pas porté parce que ça a aucun intérêt, mais soit remasterisé, soit faire un remake, soit un reboot. Push the Blade. Il y en aurait tellement. Allez, vu qu'on l'a évoqué l'autre jour, il y a 2 jours là dans l'actu des Métadaron, je dirais le Chrono Cross. S'ils font s'ils font un remake Chrono Cross, j'irais même plus loin, tu vois, même un combo Chrono Trigger Chrono Cross, tu vois, au moins. Ah ouais, non mais ça serait monstrueux. Ils me servent un Chrono Trigger qui ressemble à un Dragon Quest 11, je suis content, et ils me font un Chrono Cross qui ressemble à un FF7 remake, je suis content, voilà. Et... Ouais, on est dans la même voilà. Je ne pouvais pas choisir autre chose, voilà. C'est pour ça que je pose la question d'ailleurs. C'était pour lui dire ça. Mais après, dans l'absolu, il y aurait une liste de jeux phénoménales que j'aimerais mettre dedans, mais bon, les Parasites F par exemple, tu vois. Il y en a pas un peu 2 qui veut dire Baton Kaitos, histoire 2. Allez. Ouais, comme là, en ce moment, je l'ai pas encore commencé, mais je l'ai évoqué l'autre jour, là, j'ai téléchargé un émulateur, là, pour le refaire, justement, et je vais faire le 2. Ouais, c'est, peut-être qu'en le faisant, ou en le refaisant, ça me donnera envie de jouer une version remaster, je sais pas. Mais effectivement, voilà, Chrono Cross et Baton Kaitos, un petit remaster de Baton Kaitos, parce que ça demande, moins de taf entre guillemets et que ça suffirait en fait. Je pense que le jeu est largement jouable. Oui.
plus difficile de jouer à Chrono Cross, hein, j'ai remis la main dessus il y a quelques années, de remettre la main sur Baton Kaitos. Ouais. Effectivement. Et vite fait, quand même, juste un petit hommage au jeu qui est peut-être le reboot permanent le plus réussi, c'est la série des Zelda. Ouais, effectivement, ouais. Il se réinvente à chaque fois, quasi avec brio. C'est le James Bond du jeu vidéo, quoi. C'est clair. Voilà, je m'appelle Link. Link. Bon, en tout cas, je pense que voilà, on a bien fait le tour de la question. Je pense que ça va aider sûrement nos auditeurs à faire un peu la différence entre les remakes, les remasters, les portages, les reboots, enfin voilà, toutes ces choses-là. J'ai juste une question peut-être. Selon vous, c'est quoi qui a le plus d'intérêt justement entre les 4? Moi, je dirais le remake. Je dirais la même chose que Jérém, c'est-à-dire dans l'absolu, je trouve que c'est le plus intéressant, ça reste le remake. Et le remaster a quand même cet intérêt de pouvoir jouer sur des vieux jeux qui sont plus accessibles, hein, pour les raisons qu'on a évoquées notamment. Et le reboot est à double tranchant est à double tranchant. Donc le remake, on sait un peu plus à quoi s'attendre. Il y a moins de chances de se foirer. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire le remake. Le remaster, moi, ce qui me plaît dans l'idée, c'est qu'on va, dans l'absolu, jouer au même jeu, en fait. On va en tout cas se rapprocher. On va sûrement se rapprocher plus de l'expérience de jeu qu'on a eu avec un remaster qu'avec un remake. Si on a joué à l'ancienne version du jeu. Par exemple, quand tu joues à un jeu qui est sorti dans les années 90, il y avait certains standards qui ont bien évolué depuis, et parfois il y a des remasters qui peuvent du coup, même en étant plus jolis, en tout cas plus lisses et plus agréables à l'œil, le travail de remastering ne suffirait pas justement à donner quand même envie d'y jouer. Et le remake, par contre, le fait que là on soit sur des nouvelles textures, des nouvelles choses, là par contre ça peut donner un nouvel intérêt, surtout s'il y a des arcs narratifs un peu différents. Enfin voilà, c'est vrai. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que dans le remaster, tu vas jouer à un jeu. Alors je sais pas, on prend par exemple un FF6 en exemple, ou un Final Fantasy avant le 7, on va dire, ceux qui étaient plus classiques, c'est des jeux voilà qui maintenant, de par leur concept, paraîtraient désuets. Ça a été tellement repompé derrière, et ça a plus d'intérêt en fait, même sauf si tu es vraiment à fond sur l'univers Final Fantasy, mais sinon il y a pas vraiment d'intérêt pour l'histoire. Après tu joues pas pour le gameplay, mais même l'histoire, est-ce qu'elle suffit pour rejouer à un vieux RPG qui est un peu lisse ou quoi, tu vois, c'est aussi ça la question. Alors qu'avec un remake, on peut enrichir d'autres choses, et peut-être aussi même l'histoire la changer un peu. C'est vrai qu'en fait même les FF7 c'est des reboots permanents. La plupart. Pas les FF, les Final Fantasy. Oui, les Final Fantasy, ouais. Ouais. Parce que moi, à la base, la réponse à ma question, ça aurait été plutôt les reboots, mais j'étais en train de me dire que 99% du temps, c'est de la merde. Mais sauf les jeux qui sont des reboots par essence, et ça s'affirme pas spécialement comme un reboot. On t'annonce pas. Ah, vous allez voir, ils ont refait la série. Non, on te dit simplement, c'est un nouvel épisode de la série, parce que c'est des épisodes qui sont par nature différents, avec des équipes différentes, avec des gameplays différents, etc. C'est ça. Par exemple, tu parles d'FF7, enfin des Final Fantasy, où chaque opus est, surtout à partir du 7 et le 8 et tout ça, où il y a eu des gameplays de plus en plus variés, en tout cas différents. Après, on a mis du comment s'appelle, de l'action RPG avec le temps. Enfin voilà, ça évolue, alors qu'à la base c'est que du tour par tour. Enfin bref, tu joues un Dragon Quest. Depuis qu'ils ont intégré donc dans le je crois que c'était dans le 2, le tour par tour avec tous les personnages, ça a pas évolué, ça. Sur ce principe-là, le jeu a pas évolué, ça restait du tour par tour classique, où tu fais tes magies, tes machins. Et même quand tu as un autre mode de jeu, il te laisse la possibilité de jouer en tour par tour quand même. C'est ça. Fait. Donc un Dragon Quest par exemple va rester un Dragon Quest sera une suite, ce sera pas un reboot. Oui, même si c'est pas les mêmes persos, pas forcément le même endroit que tu visites, ça reste le même principe. Un peu plus du côté de Final Fantasy. C'est ça. Alors, voilà, tous les 2-3 épisodes, tu commences à avoir un petit peu de renouveau, quoi. C'est ça. Bon. Si vous voulez, on peut clore ce sujet. Chaque fois que j'essaie, j'ai l'impression que
J'ai l'impression que plus on en parle, moins ça sera clair. Donc, arrêtons-nous là. Voilà. S'il y en a qui ont suivi jusqu'à présent ce qu'on a dit pendant 1 heure, bon, ben, j'espère qu'ils y verront plus clair. Ça tombe bien avec le ramen, du coup, on est vraiment dans un cas où on va plus rien comprendre. C'est vrai. Bah après, j'avais dit en préambule que, au final, tous ces termes-là, il y a quand même du flou parce qu'il y a rien qui est vraiment précis. Il y a pas de règle absolue sur ce qui définit un terme par rapport à l'autre. Donc, il y a du flou et c'est en fait, c'est un peu voulu par, c'est pas voulu, mais en tout cas, c'est entretenu par le fait que le jeu vidéo, ça on l'a déjà évoqué aussi dans des précédents numéros, le jeu vidéo c'est un genre qui s'inspire vachement de l'audiovisuel, en tout cas de l'industrie audiovisuelle, et qui va piocher des termes dessus mais qui sont pas forcément hyper appropriés parce qu'on est quand même sur quelque chose de différent dans le jeu vidéo par rapport à un film ou cinéma. Ça recoupe pas les mêmes univers, exactement. Et du coup, c'est ça qui est problématique parce que du coup, les termes ne recoupent pas les mêmes choses en fait. Ces termes-là qu'on va utiliser de manière un peu plus naturelle, ou en tout cas pour les gens qui ne sont pas de l'univers du jeu vidéo. Un remaster, mais qu'est-ce que c'est un remaster? C'est-à-dire quoi? Ils ont fait quoi? Un lissage HD, là? Ils ont fait une version Blu-ray, en fait, en quelque sorte, du jeu? Non, mais ça y est, tu m'as perdu. Moi, à mon 3e verre, je comprends plus rien. Ce que je vais faire, c'est qu'à partir de maintenant, je vais dire nouvelle version. Ouais, mais nouvelle version, c'est peut-être un peu vague. Viens, on l'appelle Rebound. Remix. Ah, remix. Ah, ça peut être pas mal comme terme, ça. Ouais. C'est justement le terme de Kingdom Hearts. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Bon, ben allez. On part sur le ramène ton jeu avec cette espèce de jeu, en fait, qui rassemble tout ce bordel-là. Voilà, c'est dans un seul jeu. Sauf le reboot. Sauf le reboot, exactement. Ouais. Ouais, et c'est le seul qui s'y retrouve pas. Mais pour tout le reste, on s'y retrouve et je vais parler bien sûr de